Juste de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles coutumes, de nouvelles façons de voir. Moi, je trouvais ça extraordinairement, extraordinairement agréable. Je suis André Blais. Je suis professeur titulaire au département de sciences politiques et mon champ de recherche principal est l'étude des élections sous toutes ses composantes, l'étude des modes de scrutin, l'étude de la décision de voter ou de ne pas voter, l'étude des résultats électoraux, de la psychologie des électeurs et aussi évidemment des partis et des candidats qui tentent de se faire élire. C'était une chaire de recherche du Canada de 2000 à 2014. Donc, j'ai fait 2 cycles de 7 ans, qui sont les cycles prévus pour des chaires de recherche du Canada. Et depuis, ça a été transformé en une chaire de recherche de l'Université de Montréal. La première image qui me vient à l'esprit, et ça va trahir mon âge, c'est Expo 67. J'allais tous les soirs à Expo 67, tous les soirs. Et j'ai découvert tout, hein, de la cuisine internationale, la musique internationale. C'était un bain d'ouverture au monde et ça, c'est certainement quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué. Et si j'avais mentionné un deuxième aspect, quand j'étais au bac à l'Université Laval, un professeur avait dit, je pense à un moment donné, que c'était important de lire des revues de sciences politiques ou de sciences sociales. Et j'ai commencé à lire, et je prenais toujours un temps le vendredi après-midi, si j'avais bien travaillé pendant le reste de la semaine, où c'était comme une gâterie. Hein, et j'allais consulter les numéros les plus récents des revues. Et c'était presque toujours des revues internationales. Et donc, je lisais sur toutes sortes de phénomènes dans le monde, etc. Et j'ai été complètement socialisé au fait que la science, c'était une science internationale, que c'était tout aussi intéressant de lire des travaux des chercheurs danois que des chercheurs italiens, que des chercheurs de l'Amérique latine, etc. Tenter d'en choisir 2 ou 3. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que quand j'ai obtenu une chaire de recherche, la chose la plus importante de toutes qui était associée à cette chaire de recherche-là, c'était des locaux. Les locaux de la chaire que j'ai préservés jusqu'à maintenant. Et les locaux de la chaire, c'était évidemment d'abord pour les étudiants qui voulaient travailler avec moi et qui pouvaient collaborer ensemble. Et c'était aussi pour s'assurer qu'on puisse recevoir des invités. Et on a reçu énormément d'invités, des professeurs, des étudiants, quelques-uns qui venaient juste pour 2-3 jours, d'autres une semaine, d'autres un mois. Quand c'était magnifique, c'était une année complète. Et être en contact avec ces chercheurs, la plupart du temps d'ailleurs des jeunes chercheurs, ça a été une source d'inspiration incroyable. Le dynamisme, le type de questions qu'ils posent, on en apprend énormément à être en contact avec des jeunes étudiants, entre autres, là, qui venaient finir leur doctorat, par exemple, venaient faire un séjour à la chaire. La deuxième, c'est évidemment tous les voyages que j'ai faits. Et là, les voyages que j'ai faits, d'abord sur le plan juste de la recherche, c'est extrêmement stimulant. Mais évidemment aussi, juste de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles coutumes, de nouvelles façons de voir. Moi, je trouvais ça extraordinairement, extraordinairement agréable. C'est un des grands plaisirs que j'avais comme chercheur de pouvoir aller à l'extérieur, partager mes recherches, mais aussi sortir, visiter les villes, manger, boire, pas trop, un peu quand même. C'est des moments extraordinairement agréables. Le troisième que je pourrais mentionner, ça a été mon implication dans un énorme projet international qui s'appelle CSCS, Comparative Study of Electoral Systems. Ce projet-là, c'est tout simplement des chercheurs qui font l'étude des élections
par sondage, se mettent d'accord pour inclure un petit module de questions dans tous les pays qui va permettre de faire des comparaisons, qui va faire donc de la recherche plus comparative. Et ce groupe existe depuis à peu près 1995. Moi, j'ai été impliqué dès la création du groupe et ensuite pendant 10 ans dans le groupe et pendant 5 ans, c'est moi qui dirigeais le projet. Et ça a été mais absolument extraordinaire. Extraordinaire dans le sens de rencontrer des gens de tous les pays, d'essayer de se mettre d'accord sur les questions qu'on intégrerait ou non, de tenir compte des points de vue des uns et des autres, de faire preuve d'un peu de diplomatie, mais aussi tout simplement participer à un projet extraordinaire. Parce qu'avant cela, toutes les études se faisaient chaque pays à part. Et là, ce qu'on disait, c'est essayons de voir quelles seraient les questions les plus intéressantes, les plus globales, qui touchent et qui intéressent des chercheurs venant de toutes sortes d'horizons. Et essayons de se mettre d'accord sur un petit module et ensuite faisons des analyses. Et évidemment, on avait des rencontres de ce comité, généralement 2 fois par année. Ça m'a aussi permis de visiter un grand nombre de pays, de connaître des chercheurs extraordinaires. Dans le CSIS, on a toujours eu des questions sur le clivage gauche-droite. Et donc, on pose des questions si les personnes se définissent comme droite à gauche et ensuite s'ils perçoivent les partis comme étant droite et gauche. Et ce clivage gauche-droite, il existe dans la plupart des démocraties établies, mais il y a un certain nombre de pays où le terme lui-même est peu utilisé, confus, les gens ne le comprennent pas, etc. Et ça devient problématique de l'utiliser. Mais depuis toujours, CSIS, on obligeait Taïwan, Brésil, etc., à poser toute une série de questions sur gauche-droite. Dans certains cas, pour certaines personnes, tout le monde ne veut rien dire. Et je suis intervenu, et en particulier contre mes amis allemands, qui tenaient tellement à cela, pour dire que peut-être qu'il faut tenir compte des réactions, parce que ce que les Taïwanais disaient, c'est que quand on pose toute une série de questions qui n'ont aucun sens, ça crée des tensions entre l'intervieweur et l'interviewé, et tout le questionnaire est plus ou moins remis en question. On a eu un grand échange et on a dit que dans certains contextes, on pourrait peut-être ne pas poser la question gauche-droite. Ça devrait être justifié. Quand même, on gardait le statu quo, mais on permettait, lorsqu'on avait des évidences que peut-être ça poserait problème, de ne pas le poser. Je me suis fait bien ami avec des chercheurs de Taïwan pour cette raison-là. Et j'ai pu maintenir mes bonnes relations aussi avec mes amis allemands. Ce qui me vient à l'esprit spontanément, c'est être curieux et avoir une ouverture d'esprit. Et moi, je me disais toujours, à chaque fois que je prends l'avion pour aller quelque part, je me rappelle que je suis privilégié, qu'il y a eu des générations avant moi qui n'ont jamais eu cette possibilité-là et que la possibilité de voyager, c'est un privilège. Et que je gardais ça vraiment à l'esprit parce que ça en est un privilège, hein, si on regarde historiquement. Et je me disais toujours, je suis privilégié et il faut que j'en profite autant que possible. L'autre chose que j'ai appris, ça a pris un peu plus de temps, c'est qu'il faut aussi se reposer un peu. J'arrivais souvent avec des maux de tête, j'étais très fatigué, etc. Et ma conjointe n'appréciait pas tellement cela. Après un séjour d'une semaine où elle était seule avec les enfants, moi j'arrivais, et donc à un moment donné, elle me dit, ben là, il faut que ça cesse. Elle avait tout à fait raison. Comme je voulais continuer de voyager et que je voulais continuer de vivre avec ma conjointe, j'ai trouvé une solution qui était dans l'avion en tant que tel, me reposer le plus possible. Parce que je voulais garder ce privilège de pouvoir voyager et je reconnaissais qu'on doit reconnaître ses limites et que si on voyage beaucoup et qu'on ne revient pas en forme, c'est certainement pas agréable pour ceux qui nous entourent.
le livre que j'ai écrit, dont je suis toujours le plus fier, qui date un petit peu avant que j'ai vraiment commencé à voyager beaucoup, mais qui était quand même, qui se voulait très international dans sa perspective. To vote or not to vote, voter ou ne pas voter, la décision de voter ou de non serait certainement là. C'était un choix très personnel parce que sur le plan international et comparatif, ça, je pense qu'il faut noter, la très grande majorité des ouvrages sont aussi en anglais et de plus en plus, on publie davantage des articles que des livres. Et donc, c'est moins évident de voir qu'est-ce que je proposerais en tant que tel comme livre marquant. Et je crois qu'il y a de moins en moins d'œuvres marquantes. Dans notre domaine, il y a d'abord des spécialisations sur toutes sortes de questions plus spécifiques. Comme la recherche est plus cumulative, c'est moins évident de trouver une étude qui soit plus déterminante que les autres. Je dois dire une chose que je n'aime pas tout à fait, parce que j'aime beaucoup de choses, mais que je n'aime pas, c'est qu'elle est négative. Je suis quelqu'un qui me définit comme optimiste et positif en général, et donc ça, c'est le petit aspect que j'aime moins en tant que tel. Mais en fait, je me suis aperçu, mes étudiants m'ont dit que je le disais souvent, je ne m'en étais pas aperçu. Et je crois que c'est l'attitude qu'il faut adopter, en particulier vis-à-vis des étudiants de doctorat là, qui travaillent sur une thèse. Parce qu'en général, les étudiants partent avec une très grande motivation et aussi une conviction qu'ils vont trouver quelque chose d'important. Et moi, spontanément, mon rôle, c'est toujours de dire, mais peut-être que oui, peut-être que non. Et donc, les étudiants sont aperçus que je disais très souvent cela. Et j'ai dit, ben oui, c'est clairement une partie fondamentale de ma réaction, de ne pas être convaincu, d'avoir un scepticisme en supposant qu'il y a beaucoup de choses qu'on affirme qui sont probablement fausses ou seulement partiellement vraies. Et je crois que ce qui définit le chercheur, c'est d'une part la curiosité, mais aussi tout autant le scepticisme de bonne aloi. Pas sûr que c'est une réponse tout à fait directe à la question. C'est que j'aime Barcelone. Barcelone, c'est ma ville préférée. Et pour toutes sortes de raisons un peu aléatoires, en fait. Il y avait un chercheur de Barcelone qui finissait son doctorat, qui m'avait envoyé des premières versions de sa thèse. J'étais très surpris que je lui envoie des commentaires. Quelques années plus tard, j'ai été commentateur d'une chercheure qui venait de Barcelone, comme par hasard. Et j'ai fait des commentaires. Je crois qu'elle a beaucoup apprécié. Et comme ça a construit. Ce qui fait que maintenant, Barcelone est la ville au monde où j'ai le plus d'anciens, de collaborateurs actuels. Et donc, et j'ai passé quand même 2 fois un mois, plusieurs fois une semaine, etc. Et donc, j'ai une relation très spéciale avec les gens de Barcelone. Et que j'ai vu aussi un dynamisme incroyable. La science politique s'est vraiment développée, du moins dans mon domaine, de façon exceptionnelle, en général en Espagne et en particulier à Barcelone. Et j'ai vu des pionniers là, qui ont fait le travail que mes prédécesseurs ont fait au Québec. Je n'ai pas été les pionniers, j'étais la 2e génération. Et ça, j'ai apprécié ça. Des gens qui ont la soif de la recherche, qui, pour eux, c'est extrêmement important de construire une science politique moderne. Et donc, j'ai un attachement tout particulier à Barcelone, qui aussi représente pour moi une ville extraordinaire, parce que j'ai une fille qui est en art, en théâtre, et qui est venue à Barcelone parce que ça l'intéressait beaucoup, tout le courant artistique à Barcelone. Mon père était architecte et j'adore l'architecture, et il y a la mer à côté. Donc, pour moi, Barcelone, et
de façon incroyable, un essaim de chercheurs qui, pour toutes sortes de raisons, sont intéressés à mes travaux. Et donc, tout ça fait en sorte que Barcelone a une place très, très spéciale pour moi et que j'ai bien hâte d'y retourner.